Nous sommes dans ce quartier du Rugne qui s'appelle Olette, devant la chapelle qui certes est de construction récente, c'est des années 60. Ce quartier est très ancien et ce quartier on le retrouve dans des documents qui datent de 1300 avec la fameuse vallée d'Insola, puisque Olette est desservie par le ruisseau d'Insola qui part du col des Palombières à 270 mètres d'altitude et qui vient se déverser plus loin après dans la Nivelle. Olette, ça vient de Ola. Ola en basque, c'est la forge. C'est un endroit où il y avait des forges. Il y avait les forges, à l'époque on appelait ça des ferreries. Ferreria en espagnol, les ferreries du comte d'Urtubi. Et les ferreries d'Urtubi étaient à Olette et Insola, qui est le quartier qui est un petit peu plus haut, juste derrière la frontière, il y avait la ferrerie d'Insola qui appartenait au roi de Navarre. Et en 1379, elles sont déjà citées. Nous sommes au bord du ruisseau d'Insola, Insola Coereca. Insola d'ailleurs, que cela veut-il dire? Ça vient d'Ins, la rosée. Donc c'est un mot qui était lié à cette rosée. Donc vallée baignée de rosée, point bas bordé de rosée, c'était la rosée. Donc c'est un chemin déjà par définition avec une certaine humidité. Et où passe la fameuse voie d'Insola. Et pour bien comprendre cette voie d'Insola, il faut se replacer à l'époque des chemins où il n'y avait ni route ni pont. Et pour le voyageur qui arrivait du nord, du côté de Bayonne, et qui arrivait par Aetz, il passait à la chapelle de Cérès et descendait sur la Nivelle. À la Nivelle, il y avait un gué, le gué de Doréa. Doréa, pourquoi? Parce qu'il était gardé par une tour qui a évidemment rapidement disparu. Et de là, de Doréa, on se retrouvait rive gauche de la Nivelle et l'on cherchait par où l'on pouvait bien traverser cette chaîne occidentale des Pyrénées pour se retrouver dans la Navarre occidentale, dans la région de Bela. Eh bien, si on regarde, c'est évident, le seul point de faible résistance, c'est cette vallée d'Insola Coereca. Évidemment, on pouvait tenter d'éviter la chaîne des Pyrénées en passant plus à l'ouest, mais on se retrouvait contre la Bidassoa, à traverser la Bidassoa, où il n'y avait que gué et gabarre, car le premier pont a été construit lors des batailles de la Convention, par les troupes de la Convention, en 1795. Il a été ensuite rapidement détruit, et ensuite tous les ponts, aussi vite construits, aussi vite détruits, car il fallait se protéger de part et d'autre de la frontière. Donc à l'époque, l'endroit de la vallée d'Insola Coereca était l'endroit élu pour passer dans la partie sud de la chaîne occidentale des Pyrénées. C'est appelé de différentes façons. D'abord on l'a appelé Voie royale d'Espagne. On l'a appelé Camino de San Juan de Luz a Vela, on l'a appelé Napoléonienne Bidea, Napoléonienne Calzada, Usatebieco Bidea, et puis évidemment voie romaine. Cette appellation est tout à fait à revoir. Alors c'est en regardant la structure de cette voie que l'on a l'explication des choses. Cette voie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est la plus belle voie pavée, au sens large du terme, du Pays Basque. Elle fait à peu près 5 km et elle est bien conservée, bien que passant dans beaucoup d'endroits très humides. Elle est faite, en fait, avec une bordure de chaque côté qui fait de grandes dalles carrées ou rectangulaires de grande épaisseur posées à plat sur le sol. Et entre ces deux bordures solides, on a rempli avec des galets de rivière, avec des morceaux de dalles, et tout cela tient à même, qui sont posés de champ, et tout ça, ça pose à même le sol. Il n'y a qu'une grande couche de pierre. D'ailleurs, il y a une autre particularité. Dans la partie sud, c'est-à-dire la partie française, la bourdine de ce chemin, on ne trouve rarement autre chose. Par contre, dès qu'on est passé dans la partie navarraise, on retrouve une épine centrale, une nervure centrale de galets alignés qui stabilise le montage de pierre. Et c'est tout à fait particulier. Les deux éléments, les deux structures me paraissent un peu différentes, que l'on soit au nord ou au sud de la frontière. Pourquoi? Je n'en sais rien.
Enfin, ce qui est certain, c'est que ça n'a rien d'une voie romaine. D'ailleurs, si on a pris les auteurs, les grands auteurs qui sont notre ami Jacques Casaubon, qui a fait une communication encore récente là-dessus, M. Tauby évidemment, M. Berger, et tout dernièrement notre ami Jean-Louis de Buffière, qui vient de faire paraître une étude des voies romaines sur notre revue Yakinsa de mars, eh bien, c'est tout à fait autre chose. Le profil est complètement différent. C'est fait par tranches napolitaines, il y a des couches, différentes couches. Il y a un évidement qui permet de remonter ces différentes couches par-dessus. Il y a souvent des drainages latéraux et la surface est faite de cailloutis fins, damés. Il n'y a pas de pavage, il n'y a pas de dallage. C'est réservé aux grandes agglomérations romaines ou aux allées triomphales. La réflexion des différents auteurs cités est bonne. Ces voies romaines qui ont plus de 2000 ans d'existence, avec les intempéries, le gel et le manque d'entretien, elles ont quasiment toutes disparu. Alors que ce tracé ait été utilisé par les Romains, probablement, et certainement, mais la structure ne l'est plus. Et en plus de ça, elle a même été utilisée depuis la préhistoire. C'est un chemin qui a une longue histoire et qui a été longtemps utilisé à travers les âges. Mais voilà pour la notion de voie romaine qui doit vraiment être rayée comme si on veut être précis. Ce chemin, sa première utilité, ça a été un passage entre le Labour et la Navarre. C'était vraiment le grand passage, car c'était le seul que l'on avait. Mais il est aussi lié à l'activité minière. Je rappelle quand même que nous avions au sud deux grands sites miniers, le site des Peñas de Aya et le site de Bella, avec en particulier les filons Modesta, et tout ça c'est connu depuis les Romains, et les Romains l'exploitaient. Donc ce chemin a servi de voie secondaire aux Romains pour atteindre les mines de Béra et d'Aya, et donc il y a longtemps eu un trafic minier par cette voirie pour transiter, et d'ailleurs il y a eu aussi une exploitation minière dans ce site où il y a eu des forges, et un peu plus en aval, comme il a été dit tout à l'heure, il y avait les forges d'Urtuby, l'ensemble faisait les échanges, et d'ailleurs une hypothèse est celle-là, c'est que la qualité du chemin, qui devait être coûteux à entretenir et à réaliser, est peut-être liée au fait que l'activité des forges était rentable, et c'est peut-être les exploitants des forges qui entretenaient ou faisaient entretenir ce genre de voirie, c'est pour ça qu'elle est aussi bien conservée de nos jours. Dès que la route d'Ibardine a été ouverte, en 1881, l'exploitation de la voie ici a complètement été arrêtée.